Bonjour, donc cette présentation numéro 2 s'inscrit dans une continuité de la première présentation sur la situation de formation qui porte sur l'analyse des pratiques. Parmi les nombreuses définitions que l'on trouve dans la littérature, nous avons retenu celle de Johanna et Vandel portant sur l'objet de l'étude des didactiques des mathématiques. Donc, les didacticiens des disciplines s'intéressent au processus de transmission, d'acquisition des savoirs relatifs aux disciplines scolaires, dont ils portent un projet d'enseignement et d'apprentissage. En ce sens, ils se préoccupent des interactions entre les processus d'enseignement-apprentissage à propos des disciplines scolaires en particulier. Elle porte également un intérêt particulier aux diverses transformations que suit le savoir pour devenir un objet d'enseignement et ensuite un objet de connaissance. Mais le principal objet d'étude des didactiques des disciplines est le rapport qui s'établit entre le savoir institutionnalisé et les connaissances de l'apprenant. Donc, comme il sera possible de le constater dans les modèles que je vais vous présenter par le biais des objets d'observation que nous avons définis. Donc, cette définition est celle qui rejoint le plus notre conception de la didactique, de même que nos intérêts dans ce travail. Donc, en évoquant l'enseignement-apprentissage puis les savoirs relatifs aux disciplines scolaires, elle fait ressortir les trois composants du triplé didactique qui sont les élèves, l'enseignant et le savoir en jeu. Elle met clairement en relief l'interaction qui s'établit entre ces trois composantes et enfin, elle fait valoir le travail de transposition didactique qui doit être accompli afin que le savoir puisse devenir un objet d'enseignement. Ici, la transposition didactique est celle qui est désignée par Chevallard comme étant le passage d'un contenu de savoir précis à une version didactique de cet objet de savoir. Cela signifie qu'avant d'être enseigné, un contenu mathématique doit subir un ensemble de transformations adaptatives qui vont le rendre apte à prendre place parmi les objets d'enseignement. Dans cette expérience, la transposition didactique suppose également que le professeur stagiaire soit capable de mettre en relation la notion enseignée avec les autres notions mathématiques. Le concept didactique étant fréquemment confondu avec celui de pédagogie. Donc, il nous paraît important d'en faire une distinction afin de pouvoir les utiliser sans ambiguïté. Ainsi, comme nous venons le voir, si le rapport au savoir se veut un élément prioritaire lorsque l'on parle du didactique, la pédagogie vise plus la gestion des interactions sociales dans les situations d'enseignement-apprentissage. Toutefois, bien que la didactique et la pédagogie aient toutes deux leur champ d'action respectif, elles restent complémentaires dans les situations d'enseignement-apprentissage. En effet, premièrement, les didactiques des disciplines sont nécessairement inscrites dans le champ d'une discipline scolaire, dont ils portent le projet d'enseignement et d'apprentissage. Les rapports entre savoir codifié et connaissance des apprenants à propos de cette discipline sont au centre des intérêts de la didactique de cette discipline. Donc, deuxièmement, la pédagogie ne porte pas un regard prioritaire sur le rapport au savoir. Il s'intéresse plutôt aux conditions mises en place par l'enseignant pour faciliter les démarches d'enseignement-apprentissage. Elle porte un regard particulier sur les interactions entre les différents acteurs des séquences d'enseignement-apprentissage. Troisièmement, la pédagogie, comme les didactiques, les disciplines s'intéressent à la pratique de l'enseignement et l'apprentissage. Quatrièmement, les didactiques et la pédagogie sont complémentaires dans l'étude des séquences d'enseignement-apprentissage. Dans le cadre de cette présentation, nous faisons état de deux modèles de formation à la didactique qui nous paraissent intéressants à plusieurs points de vue pour répondre aux problèmes identifiés. Donc, je rappelle que notre questionnement, notre problème était d'analyser comment sont utilisées les connaissances mathématiques et les connaissances didactiques par les professeurs stagiaires dans le cadre de la conduite d'une séquence d'enseignement dans les classes de secondaire qualifiant et comment ces professeurs stagiaires ont manifesté une réflexion critique face à leur pratique d'enseignement. Donc, ces deux modèles, le premier modèle présenté est celui de Portigues et le second est celui de Fenma et Frank. Dans le cadre de ces travaux, Portigues a développé un modèle théorique de formation à la didactique en admettant le double système dans lequel évolue le professeur stagiaire, soit le système didactique et le système de formation. Donc, ce modèle tient compte de la nécessité d'établir un lien entre la théorie et la pratique.
Il confirme ainsi notre conviction selon laquelle il est important d'amener le professeur stagiaire à effectuer le transfert de ses apprentissages. Donc, tel que le présente ce schéma, le modèle théorique de formation à la didactique met en relief le plan du milieu didactique et le plan du milieu de formation. D'une part, la triade maître-élève-savoir compose le système didactique qui se situe dans le plan du milieu didactique. D'autre part, le triade formateur-formé, ici le formé c'est le professeur stagiaire savoir didactique constitue le système de formation. Donc, système de formation et ce système didactique qui se trouve dans le plan du... Donc, en considérant ces deux plans de façon séparée, mais toujours en relation, ce modèle fait clairement ressortir la situation idéale maître formé. Maître formé, c'est le professeur stagiaire, qui passe de la position de formé ou d'enseigner à la position maître ou l'enseignant. C'est-à-dire que le professeur stagiaire, dans la formation, il est formé, il change de statut dans l'autre milieu, le statut d'enseignant. Donc, la position des savoirs, donc selon Portugais toujours, lorsque le formé, c'est-à-dire le professeur stagiaire, intègre le savoir didactique, il introduit dans le milieu didactique en y devenant le maître, en devenant enseignant. Il en fait une utilisation qui devient réorganisatrice au niveau des relations, de relations élève-savoir. Donc, ce qui ouvre un autre voie, c'est-à-dire un troisième savoir, S3, donc, qui est le savoir de l'expérience. Donc, cette figure illustre la position de ce savoir dans l'interaction didactique. Donc, comme son nom l'indique, le savoir de l'expérience est un savoir qui se construit en situation. On peut donc l'extraire directement du savoir didactique. Ce type de savoir s'élabore plutôt de façon progressive, à partir des expériences vécues dans le milieu didactique. Donc, le maître ou l'enseignant en formation doit constamment trouver un équilibre entre le plan du milieu didactique, le milieu de formation et le plan du milieu didactique. Donc, la fonction Z présentée dans la figure 1 concerne d'ailleurs cette relation didactique qui s'établit entre le formateur et le formé, le professeur stagiaire, le savoir didactique et le savoir de l'expérience. Nous pensons que la formation des enseignants devrait davantage tenir compte de la dualité qui vivent les professeurs stagiaires, laquelle est d'ailleurs accentuée par les stages de formation de ces derniers. En effet, dans les stages, les professeurs stagiaires passent du rôle d'enseignant au rôle d'enseignant, ce qui implique, entre autres, qu'ils doivent rapidement assimiler les notions enseignées pour ensuite les intégrer à leur enseignement. Dans son modèle théorique de formation à la didactique, Portugais aborde la notion de savoir sous différentes formes. Le savoir mathématique, le savoir didactique et le savoir de l'expérience. Mais que désigne-t-on au juste par ces savoirs dont la maîtrise est nécessaire pour enseigner? Bien que plusieurs auteurs aient défini ce qui est entendu par le savoir enseignant, nous avons retenu la définition de chercheurs, puisqu'il concerne spécifiquement l'enseignement des mathématiques. Comme nous pourrons le constater dans le modèle 2, ces derniers parlent savoir puis connaissance. Ils différencient entre savoir et connaissance. Pour éviter toute confusion, il nous apparaît donc important d'établir la différence entre ces deux termes. Donc, pour ce faire, nous avons choisi la distinction apportée par Brown. Donc, dans mon propos, donc Brown il a déclaré, dans la citation, donc dans mon propos, donc la distinction entre connaissance et savoir reste très générale. Par savoir, je désignerai les savoirs constitués, ceux qui ont trait au projet d'enseignement, et par connaissance, ce que révèle le développement et de l'expérience. Du côté du sujet donc, on ne sort de toute objectivation en savoir. Donc, ainsi, selon cet auteur, par connaissance, on désigne ce que l'individu construit, tandis que le savoir réfère à ce que se trouve dans les livres ou à ce qui appartient soit à la discipline scientifique, soit à la discipline scolaire. Donc, nous adoptons cette ligne de pensée et nous parlerons des connaissances pour désigner ce que les professeurs stagiaires doivent développer pour enseigner. Pour les deux chercheurs, Feynman et Frank, donc les connaissances nécessaires pour enseigner
les mathématiques ne se limitent pas à la maîtrise des contenus mathématiques. C'est-à-dire que les connaissances mathématiques ne suffisent pas pour enseigner. En effet, donc, ils ont proposé un modèle qui s'entend que le savoir enseignant fait intervenir plusieurs connaissances, lesquelles se développent en contexte en interagissant les unes par rapport aux autres. Dans ce modèle, les connaissances mathématiques font référence aux connaissances que les enseignants doivent posséder relativement aux concepts et aux procédures mathématiques, aux stratégies de résolution de problèmes, de même qu'aux liens qui existent d'une part entre ces différentes composantes et d'autre part d'une notion mathématique à une autre. Les connaissances pédagogiques sont des connaissances des stratégies d'enseignement, tant au niveau de planification, de la motivation des élèves, que de la gestion de la classe. Donc, les connaissances des structures cognitives de l'apprenant concernent les connaissances qui ont rapport à la façon dont les élèves pensent, apprennent et organisent leur apprentissage et leurs connaissances mathématiques. Comme son nom l'indique, les croyances réfèrent aux croyances de même qu'aux attitudes véhiculées par les enseignants quant à l'enseignement des mathématiques. Enfin, les connaissances spécifiques au contexte représentent les connaissances qui sont activées dans un contexte précis. Ainsi, selon les deux auteurs, dans un contexte donné, les connaissances mathématiques de l'enseignant interagissent avec ses connaissances pédagogiques, ses connaissances didactiques, ses connaissances de structure cognitive de l'apprenant et ses croyances pour créer tous un ensemble unique de connaissances. Donc, ces auteurs considèrent donc que dans son enseignement, l'enseignant doit constamment transformer l'ensemble des connaissances en jeu pour s'adapter aux événements qui se présentent, de même que pour rendre les connaissances plus accessibles aux élèves. Par exemple, il peut être question de modifier son enseignement de façon à rejoindre les capacités cognitives des élèves de la classe, ce que fait ressortir le travail de transposition qui doit être réalisé pour permettre, bien sûr, au savoir de devenir un objet d'enseignement. Son modèle est particulièrement intéressant puisqu'il se préoccupe de l'élève, car le rôle accordé à l'élève dans le processus d'enseignement-apprentissage est tout à fait primordial. Dans le cadre de la formation des enseignants stagiaires, la formation à la didactique des mathématiques soulève généralement de nombreuses difficultés chez eux, d'après plusieurs recherches qui étaient déjà faites, lesquelles sont souvent reflétées ou accentuées par des erreurs qu'ils font au plan mathématique. Généralement l'erreur n'est pas seulement l'effet de l'ignorance, de l'incertitude et du hasard, mais l'effet des connaissances intérieures, qui avait son intérêt, ses succès, mais qui maintenant se révèle fausse ou simplement inadaptée. Donc, plusieurs chercheurs ils opposent l'erreur à la conception erronée. La conception erronée découle de concepts et de croyances déjà en place, mais appliqués inexactement à un autre domaine. Donc, il y a une distinction entre les erreurs qui semblent le fruit de l'ignorance, de l'incertitude du hasard et celles qui cachent une certaine logique. Donc, les conceptions erronées véhiculées par les élèves en classe du secondaire se recouvrent chez certains des enseignants stagiaires, ce qui peut laisser croire que leur enseignement participera à prolonger ces fausses conceptions chez les élèves. Donc, en effet, les conceptions erronées étant enracinées chez eux, ils pourront difficilement les repérer en tant qu'erreurs aux conceptions équivalentes chez les élèves à qui ils enseigneront. Donc, il affirme que les futurs enseignants ou les professeurs stagiaires ne sont pas conscients des implications que leurs lacunes peuvent avoir chez les élèves. Donc, ces difficultés et attitudes ont des conséquences importantes dans la formation de la didactique des mathématiques et à l'enseignement de cette matière aux élèves. Un chercheur Sean a introduit une nouvelle façon de concevoir l'apprentissage des professionnels qui, selon lui, se développe en interaction permanente avec la pratique. Donc, il considère que le professionnel, comme un praticien réflexif, apprend à partir de réflexions critiques dans l'action et sur l'action. Donc, l'usage de ce concept étant primordial pour l'enseignement, et plusieurs chercheurs s'y ont intéressés à la formation des enseignants dans ce domaine. Donc, et bien sûr, ils mettent le point sur les difficultés que l'on pourrait rencontrer au niveau de la formation à la didactique des mathématiques. Donc, les problèmes reliés au manque de regard critique sont attribuables à la formation elle-même et s'appliquent donc à l'ensemble des
des professeurs stagiaires inscrits dans la formation des enseignants, et non seulement à ceux qui se présentent certaines lacunes qui véhiculent des attitudes négatives face aux mathématiques. Donc, ces difficultés sont donc d'autant plus importantes et demandent que l'on cherche à développer des modèles de formation plus appropriés. L'enseignant stagiaire apprend dans l'action. On peut repérer différents moments dans ce mécanisme. Donc, le professeur stagiaire émet une réponse routinière en agissant sur une situation particulière. Il est parfois étonné des conséquences de son action. Il réfléchit sur un tel événement et expérimente une nouvelle action pour résoudre le problème. Ainsi, s'il réussit son action, il la met en mémoire. C'est dans la pratique que se suit et valide la nouvelle conduite expérimentale. Le professeur stagiaire comme praticien peut également réfléchir sur l'action en différé. Il analyse et tire parti de l'expérience passée. Donc, réfléchir sur l'action, c'est prendre sa propre action comme objet de réflexion, soit pour la comparer à un modèle prescriptif, ou l'expliquer ou en faire la critique. La réflexion sur l'action permet d'anticiper et prépare l'enseignant à réfléchir plus vite dans l'action et à envisager davantage des hypothèses. Tandis que réfléchir dans l'action amorce souvent une réflexion sur l'action parce qu'il met en réserve des questions impossibles à traiter sur le champ, mais auxquelles l'enseignant se promet de revenir avec le temps. De sa distinction champ se réfère à deux dimensions différentes, le moment et l'objet de réflexion. Or, les deux idées ne s'opposent pas. Réfléchir dans l'action, c'est aussi réfléchir sur l'action en cours, son environnement, ses contraintes et ses ressources. Les expériences et les pratiques concrètes des acteurs de la formation qualifiante des professeurs stagiaires de mathématiques, des secondaires qualifiants, et l'analyse des différentes situations de formation dispensées, ainsi que l'accompagnement de ces professeurs stagiaires en stage de pratique au cours d'une année de formation qualifiante montrent qu'elle présente de nombreuses lacunes dans l'apprentissage de la didactique des mathématiques, une insuffisance d'une réflexion critique face aux pratiques fictives, laquelle sont souvent prononcées par des attitudes négatives véhiculées face aux mathématiques. Donc, ces constats rassemblés nous a amenés à nous questionner sur la façon dont ces enseignants stagiaires des secondaires qualifiants ont utilisé les connaissances mathématiques et didactiques, ainsi que sur le niveau de réflexion critique manifesté par ces derniers à l'égard de leur pratique d'enseignement au lycée. Dans la présentation 3, je vais vous présenter les résultats et les enseignements dégagés de cette expérience. Et à la prochaine.